Bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Petit, dirigeant d'entreprise sociale en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes présents pour le 6e webinaire. Ces webinaires sont développés depuis le 3 avril dernier. Ils ont réuni plus de 2500 internautes depuis cette date, avec une moyenne de 350 participants par webinaire. Ce webinaire a été rendu possible sur proposition de la CPME Nouvelle-Aquitaine et Gironde, avec le soutien de l'ensemble des organisations du territoire, dont la Chambre de commerce Bordeaux-Gironde, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde, la Chambre d'agriculture de la Gironde, le MEDEF de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine, la CPME Nouvelle-Aquitaine et Gironde, l'Union des entreprises de proximité de la Nouvelle-Aquitaine, l'UMI Gironde et l'UMI Nouvelle-Aquitaine, où nous accueillons d'ailleurs son président, que nous présenterons tout à l'heure, la CAPEB Nouvelle-Aquitaine, la FNTR Aquitaine, l'Union nationale des entreprises adaptées, l'association INAE, les SIAE, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de la Nouvelle-Aquitaine, l'UDES de la Nouvelle-Aquitaine, le mouvement des entrepreneurs sociaux, le CJD de la Gironde, la Jeune Chambre économique de Bordeaux et de la Nouvelle-Aquitaine et le Césaire de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, pour vous rappeler les consignes du webinaire, vous avez donc 3 onglets, un onglet chat, où vous pouvez bien sûr saluer les personnes que vous reconnaissez. Un onglet questions où vous allez poser vos questions, ne les posez pas dans l'onglet chat, puisque moi je ne les vois pas, je vois l'onglet questions. Et dans l'onglet questions, vous avez un petit triangle à côté qui permet que vous votiez sur une question qui vous ressemble, ou en tout cas qui reprend le thème général de ce que vous souhaitiez questionner. Donc, moi, je fais remonter les questions qui sont les plus importantes au niveau des votes. Et ensuite, un sondage. Alors, je vous invite à regarder lorsque vous avez un point rouge sur le sondage pour répondre à ces sondages qui nous permettent d'adapter aussi les webinaires et notamment d'adapter nos invités en fonction des thématiques de l'actualité. Dans l'onglet chat, donc nous vous avons publié dès l'ouverture un certain nombre de liens, puisqu'aujourd'hui, donc tous les dispositifs sont présents et actifs. Il y a eu donc le chômage partiel, il y a eu le fonds de solidarité, le prêt garanti d'État, le PGE, le plan d'urgence de la Nouvelle-Aquitaine, donc depuis quelques semaines, notamment le fonds de prêt de solidarité et de proximité pour les TPE, donc dans le cadre du plan d'urgence de la région, où nous avons indiqué le lien, ainsi que le fonds d'urgence de Bordeaux Métropole. Alors, d'autres EPCI également développent des fonds d'urgence. J'invite aussi les internautes qui connaissent les fonds d'urgence de leur EPCI à nous les faire savoir dans le chat, dans l'onglet chat, de telle sorte à ce qu'on puisse effectivement informer les internautes qui sont dans tous les territoires de la Nouvelle-Aquitaine pour qu'ils y accèdent plus facilement, puisque ce webinaire est régional. Certains fonds sont cumulables. Là aussi, on vous invite à bien regarder les documents qui sont édités pour voir ce qui est cumulable et ce qui n'est pas cumulable. Alors, pour répondre à toutes vos questions sur un spécial financement et accès au crédit, donc nous avons Nathalie Planas, adjointe au directeur région Nouvelle-Aquitaine de la Banque de France, médiateur du crédit. Nous avons Jean-Yves Dupuis, donc président du comité des banques Fédération bancaire française de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, qui va peut-être se reconnecter parce qu'il a des problèmes numériques, mais il va revenir. Laurent Barthélémy, donc président de l'UMI Nouvelle-Aquitaine, et Pascal Apréléris, directeur régional de la Directe Nouvelle-Aquitaine. Alors, sans plus attendre, on va donc commencer nos questionnements, et puisqu'on avait interpellé tous les cafés, hôteliers et restaurants, la première question vient naturellement pour l'UMI. Pensez-vous que l'ouverture des restaurants et bars pourront ouvrir mi-juin? Pas mal de votes sur cette question. Monsieur Barthélémy, vous, dans les discussions que vous avez aujourd'hui au niveau régional et national? Alors, je vous ai remis le son, monsieur Barthélémy. Pardon, excusez-moi. Je disais, cette question, tout le monde se la pose aujourd'hui et personne n'en a la réponse. La réponse des services de l'État aujourd'hui ou des ministères aujourd'hui, c'est sera-t-on nous en capacité sanitairement d'ouvrir, car bien évidemment le plus important étant la protection de nos salariés, la protection de nos clients, qui va engendrer inévitablement
des modalités que nous n'avions pas mis en place jusqu'à présent et auxquelles nous n'avions même pas réfléchi. Donc nous sommes en train, et au niveau national, ils sont en train d'écrire des fiches pratiques à l'instar de ce qui a été fait dans le bâtiment pour pouvoir ouvrir nos entreprises. Elles ne sont pas, les premières propositions ont été faites ce week-end. Elles ne sont pas encore consolidées, mais effectivement, on n'a pas tout cela et les conditions sanitaires du retour au travail vont conditionner la date d'ouverture de nos établissements et surtout au-delà de la date, c'est dans quelles conditions on va pouvoir ouvrir nos établissements. D'accord, merci. Alors, bonjour, je souhaite savoir pour le calcul du chômage partiel, comment sont comptés les jours fériés? Que faire, par exemple, pour le lundi de Pâques, si le salarié travaille habituellement le lundi ou si le salarié ne travaille pas habituellement le lundi? Le principe est relativement clair, c'est-à-dire que si la convention collective prévoit le paiement des jours fériés chômés, normalement, les jours fériés ne rentrent pas dans le nombre d'heures utilisées au titre du chômage partiel. Je crois que c'est ça le critère. Voilà. Maintenant, si les jours, parce que les jours fériés sont pas forcément chômés, ça dépend des conventions collectives. Mais si les jours étaient chômés payés, dans ce cas-là, ils doivent être indemnisés par l'entreprise indépendamment du chômage partiel. Et dans le cas inverse, s'ils étaient travaillés, dans ce cas-là, ils peuvent rentrer dans l'assiette de calcul du chômage partiel. Merci. Monsieur Barthélémy, y aura-t-il une annulation des charges sur le premier trimestre ou pendant la période de confinement? Mais ce sont toutes les demandes que nous avons faites depuis vendredi soir. Vous avez tous lu dans la presse qu'il y a une réunion interministérielle avec Bruno Le Maire, autour de Bruno Le Maire. Et effectivement, donc on a pu voir dans la presse qui s'est sorti aujourd'hui. Nous avons l'UMI a demandé avec l'ensemble des autres également fédérations patronales, demander l'intégralité de l'annulation des charges et de tout, que ce soit les charges sociales, les charges fiscales, mais aussi toutes les taxes et impôts directs et les directs concernés, notamment la CFE, la CVAE, la contribution à l'audiovisuel public, la taxe d'habitation, la taxe foncière, les taxes sur les ordures ménagères, parce qu'on n'y pense pas, mais elles sont très lourdes et aujourd'hui on ne les consomme pas, ainsi que les taxes indirectes et des impôts indirects concernés sur la taxe publicité de la publicité extérieure, ainsi que la taxe de séjour et la taxe de séjour additionnelle. Et on espère avoir la réponse, nous a-t-on dit, d'ici la fin de la semaine. D'accord. Merci. Alors, nous avons Jean-Yves Dupuis, donc est connecté par son téléphone, puisqu'il a des problèmes de réseau. Alors, nous avons une question sur laquelle Madame Planas et Monsieur Dupuis, vous pourrez répondre à deux sur justement le PGE. Donc, les nouvelles mesures ont-elles été mises en place pour l'obtention du PGE pour entreprises fragiles avec des capitaux négatifs? Ma banque m'a refusé le prêt fin mars pour capitaux négatifs. J'ai une concession automobile et j'ai besoin de ce prêt pour repartir. Alors, peut-être que Monsieur Dupuis, vous pouvez déjà répondre à une partie de cette question. Alors, à ma connaissance, à aujourd'hui, une structure avec des fonds propres négatifs n'est toujours pas éligible. Voilà, peut-être que Nathalie pourra préciser, mais pour moi, j'ai pas encore vu de décret d'application, de choses qui rendent le prêt éligible. Alors à la limite, on pourrait dire pourquoi pas, avançons, mais l'énorme différence que ça fait, c'est que dans ce cas-là, si c'est pas éligible, la garantie de l'État ne sera pas acquise. Et donc du coup, la banque qui décernerait le prêt le supporterait à 100% sans aucune garantie possible. Donc pour moi, c'est toujours pas acté et toujours pas autorisé en fait. Voilà. Madame Planas, oui, les remontées que vous avez, vous? Je confirme. Après, quand il y a des capitaux propres négatifs depuis quelques années, mais que les résultats étaient positifs et qu'il y aurait des comptes courants d'associés qui pourraient être assimilés comme des quasi-fonds propres,
il faut l'examiner, on va dire. Néanmoins, des dossiers qu'on voit qui viennent en médiation du crédit, certains établissements bancaires donc ne peuvent pas donner le PGE pour être conforme à la réglementation européenne, mais octroient des facilités propose un prêt. Voilà, propose un prêt. Il y a des établissements qui accompagnent des entreprises qui étaient en difficulté et qui étaient en plein rebond avant la crise. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas structurellement en difficulté puisqu'ils reprenaient le bon chemin, notamment pour ceux qui étaient en plan de continuation. D'accord. Alors, je rappelle également que sur le plan d'urgence de la région, il y a un certain nombre de fonds qui ont été mis en place pour ceux qui ne peuvent pas prétendre, notamment au PGE. J'invite donc les internautes à regarder dans le chat le document du plan d'urgence de la région de 32 pages qui détaille tous les dispositifs sur lesquels vous pouvez vous retourner. Monsieur Barthélémy, avez-vous des pistes de travail sur la reprise des événements hôteliers, privés, mariages, réunions, réceptifs? Aujourd'hui, le tourisme, les hôtels sont fermés pour tout ce qui est toute la partie touristique, notamment sur la côte, pour toute la partie, vous le savez, pour toute la partie du tourisme d'affaires, la partie hôtellerie reste ouverte, mais on n'a pas plus par rapport à ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, on n'a pas plus de précision sur notre capacité à ouvrir sur la partie individuelle, alors encore moins sur la partie collective, sur des mariages ou autres fêtes de famille. Merci. Je voudrais juste revenir sur par rapport à la discussion précédente avec monsieur. Nous avons aujourd'hui une difficulté liée au refus de PGE dans la mesure où les banques, alors je ne sais pas si c'est toutes les banques, mais il y a au moins certaines banques qui ne donnent pas un document de refus du PGU. Donc, et ni de document de refus, ni de date précise sur le refus. Pour tout ça pour dire que on ne sait pas à quel moment on doit solliciter le médiateur de la Banque de France et est-ce que c'est à partir de 8 jours, de 10 jours après consultation de sa banque, est-ce que c'est à partir de 15 jours? Aujourd'hui, on n'a pas la réponse de ce côté-là. Oui, vous m'entendez? C'est effectivement un point important et là-dessus, le régulateur est en train de clarifier les choses et les banques vont avoir une obligation d'émettre une lettre de refus, en tout cas pour les entreprises, je crois. Alors c'est de mémoire, pardon, mais jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires, ce qui devrait quand même couvrir la très grande part des cas étudiés. Voilà, donc il y aura effectivement probablement une lettre de refus standard qui sera émise par les banques, sachant que à ma connaissance, et Nathalie pourra peut-être confirmer, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir une lettre de refus pour saisir la médiation et il ne me semble pas qu'il y ait un quelconque délai entre un refus même verbal et le fait de saisir la médiation. Il nous arrive même d'avoir des cas d'entreprises où on est appelé par la médiation qui sont pas passés par toutes les banques et pas passés par notre banque en tout cas. Donc en tout cas ça va être clarifié, une lettre de refus standard probablement très vite et puis je laisse Nathalie, mais pour la capacité de saisir la médiation, mais à mon avis c'est immédiat. Oui. Donc, les chefs d'entreprise qui n'ont pas de réponse, on leur dit quand même si ça fait 2 jours que vous avez déposé votre dossier de PGE, bon, on va attendre au moins une semaine. Mais en clair, s'ils ont plusieurs établissements, on a eu le cas de plusieurs établissements, certains avaient répondu, d'autres n'avaient toujours pas répondu au bout d'une semaine, en décalage par rapport à l'ensemble des réponses. Ils nous ont saisis et en clair, soit la banque dit OK, et donc, du coup, la médiation se passe très bien en une semaine et ça permet d'avoir au moins une réponse un peu homogène. Surtout quand il y a plusieurs banquiers, c'est vrai que le 25% de chiffre d'affaires, plusieurs banques peuvent en donner un bout en fonction du volume de leur ligne. Et c'est vrai que c'est pas mal qu'il y ait
comment dirais-je, que tout le monde soit au même pied d'égalité, quoi. Notamment sur s'il y a des demandes de report de court terme ou des choses comme ça, quoi. Sachant que le PGE n'est pas là. Pas aussi vite. Vous m'entendez? Voilà. Toutes les banques ne travaillent pas Voilà. aussi vite les unes que les autres. Hein. Il y a un engagement de répondre sous 5 jours. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même au moins laisser ces 5 jours-là pour que les différents banquiers puissent réagir. Enfin, alors, effectivement, il y a vraiment un délai d'instruction et pas un refus. Voilà. Et puis après, la situation est plus ou moins complexe selon l'entreprise, etc. Donc, bon. Bah, n'oubliez pas que nous aussi, on s'est adapté en 15 jours, 3 semaines, quoi, maxi, et que les demandes, elles sont colossales, quoi. Donc, effectivement, il peut y avoir plutôt du retard à l'allumage qu'un grand nombre de refus. C'est peut-être plus ça. Pensez les internautes à aller dans l'onglet sondage. Les premiers commencent à être publiés, donc je vous invite à aller voter. Madame Planas, est-ce que vous êtes aujourd'hui très fortement sollicitée depuis quelques jours? Est-ce que vous voyez vraiment une forte sollicitation de votre côté? Sollicitation depuis la semaine dernière. Hein. En ordre d'idée, sur une année pour la Gironde, c'est 50 dossiers. La semaine dernière, on est à 72 dossiers en tout depuis le début. Donc, on est vraiment pour l'ensemble de la région. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 84 dossiers la semaine dernière. Et on est autour de 250 dossiers. Donc, on est vraiment, on pense que la vague va arriver et on incite l'ensemble des chefs d'entreprise à nous saisir. C'est gratuit. Et au contraire, ça permet de mettre tous les banquiers autour de la table, de se poser, de se dire qu'est-ce qu'on fait, combien j'ai vraiment besoin. Voilà, on peut avoir besoin peut-être la moitié du PGE là. Et c'est possible de compléter au bout de 2 ou 3 mois et de demander un complément. Tout est possible, il faut faire en fonction aussi des besoins. Et ça, c'est important. Est-ce que vous... La majorité des dossiers sont quand même des entreprises. On a seulement aujourd'hui, sur l'ensemble de la région, seulement 10 dossiers dont les effectifs sont supérieurs à 50 personnes. Alors, on n'a pas entendu le début. La typologie, c'est donc combien de salariés? Vous disiez ceux qui les dossiers les plus importants? Les plus importants, il y en a seulement 10 entreprises qui nous ont saisis, qui ont des effectifs supérieurs à 50 personnes. D'accord. Seulement 10. Donc, et l'ensemble, c'est plutôt inférieur à 10 personnes, des entreprises de 1 à 2 personnes sur 250 dossiers. D'accord. Monsieur Aprédéris, est-ce que sur le chômage partiel, est-ce que les entreprises peuvent demander une avance de leur banque justement sur le paiement du chômage partiel? Bah, c'est ce qu'on souhaite développer effectivement sur la base de la copie des l'indemnisation est acceptée par les services et donc je rappelle que désormais c'est automatisé au bout de 2-3 jours. Donc dès l'instant où cette demande d'indemnisation mensuelle est acceptée, le document que vous pouvez imprimer sur l'applicatif Apart permet d'avoir le montant qui sera versé par l'État. Donc ça peut être une preuve de créance. Hein, voilà, et ça peut justifier normalement l'avance de trésorerie, évidemment. Des relations avec les banquiers, mais il est certain que, en l'occurrence, c'est une créance qui est certaine. Les paiements fonctionnent bien aujourd'hui? On a payé pour l'instant 110 millions d'euros là pour la Nouvelle-Aquitaine, donc ça commence à venir. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce retard à l'allumage qui est lié à des dossiers, enfin à l'applicatif ASP qui a du mal, enfin qu'on a équilibré au vu des volumes. Hein. Je rappelle simplement qu'on est passé de 100 dossiers par mois. En Nouvelle-Aquitaine, on était à 100 dossiers par mois. Là, on est à 86 000 dossiers. Donc, vous voyez la différence. Donc, le système informatique a dû être fortement recalibré et permettre la connexion de 15 000 connexions simultanées. Avant, c'était 50. Donc, on a eu des difficultés pendant 10-15 jours, c'est très clair. On en sort. Maintenant, il reste 1% d'entreprises, donc 1% de 80 000, ça fait quand même 800 à 1000, pour lesquels on a toujours des difficultés d'accès, enfin les entreprises ou les comptables ont des difficultés d'accès.
Donc, on essaye de traiter ça désormais de façon régionale, parce qu'avant, c'était un traitement national, bon, maintenant, c'est régional. Souvent, les 2-3 problèmes qui subsistent, c'est soit le problème de navigateur. Hein, il faut vraiment utiliser Firefox, sinon ça ne fonctionne pas. Il y a une deuxième difficulté, souvent, il y a une erreur dans l'adresse mail, donc évidemment, le mail de confirmation n'arrive jamais. Et une troisième typologie d'erreur, c'est que quand c'est un expert, un comptable, un cabinet comptable qui gère plusieurs dossiers, donc 10, 20, 30 dossiers, c'est vrai que parfois, il peut y avoir des difficultés là de code d'accès, disons que l'ASP est souvent confronté à ça. Mais bon, ça représente 1% des dossiers. Donc pour l'instant, voilà, la situation s'améliore et les paiements vont s'accélérer. Et encore une fois, les remboursements du mois d'avril, dans leur grande majorité, seront disponibles autour du 10 mai. Hein, voilà ce que je peux dire rapidement. Mais tout n'est pas réglé, mais on essaye vraiment d'être sur le pont en permanence pour faciliter un peu les résolutions de problèmes. Merci. Alors, une question qui revient souvent et qui est formulée de façon différente, mais qui répond à la même attente. Donc, la question des assureurs. Y a-t-il des avancées sur la demande des assureurs de prendre en charge les pertes d'exploitation pour les artisans commerçants, cafés, hôteliers, restaurants? Bien sûr. Est-ce que vous avez, Monsieur Barthélémy, des échanges aujourd'hui avec les assureurs? Alors clairement, on nous dit qu'il y a des échanges qui sont faits au niveau national entre l'État et les assurances, mais on ne peut pas se résoudre à ces seuls échanges aujourd'hui. On sait que certaines assurances comme la MAF, dans certains secteurs, ont proposé la prise en charge de pertes d'exploitation et ont d'ores et déjà donné des rendez-vous avec les experts pour pouvoir calculer cette perte d'exploitation. Mais on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus aujourd'hui. On ne sait pas surtout les montants qui vont être pris en charge. Donc la demande qui est faite et que nous faisons au quotidien aujourd'hui au niveau d'assurance, c'est au niveau du gouvernement, c'est que les assurances prennent aussi part à l'effort de guerre puisqu'il s'agit de cela et qu'ils mettent un petit peu qu'ils mettent complètement leur effort et qu'ils prennent aussi leurs responsabilités parce que toutes les demandes ou tous les chiffres qu'on a vus les concernant ou les chiffres derrière lesquels ils se cachent sont la prise à 100% des chiffres d'affaires de nos établissements. À aucun moment et jamais il a été demandé, comme toute perte d'exploitation, que l'on prenne à 100% les chiffres d'affaires, d'autant que les salaires sont déjà pris en charge. Si les charges peuvent être annulées par l'État, ça sera encore dégrévé, mais au moins qu'ils arrivent à prendre entre 25 et 30% de ce qui nous reste à charge et nos entreprises pourront effectivement continuer à vivre. Mais sans ça aujourd'hui, ça va être très très compliqué pour nombre d'entreprises. Et encore une fois, les assureurs, il faut qu'ils jouent leur rôle et ce pourquoi ils sont payés, c'est-à-dire nous couvrir quel que soit le risque. Est-ce que vous avez des informations sur la sortie d'une négociation avec les assureurs? Non. Non. Aucune. Alors, toujours pour Monsieur Barthélémy, là aussi, c'est des questions qui sont formulées de manière différente. Donc, je vais en lire deux. Donc, comment envisage-t-on les gestes barrières dans nos restaurants qui sont par essence des lieux de convivialité et comment concilier sécurité et fréquentation? Si nous n'avons pas de solution, l'ouverture risque de se faire sans clients. Ne faut-il pas plutôt différer? Et une question qui va dans ce sens-là, c'est la réduction des tables qui peut bien sûr faciliter la distanciation sociale. Donc, est-ce qu'il y a des fiches pratiques qui commencent à s'éditer dans votre secteur autour de ça? Alors d'abord, il n'y a pas de solution miracle. Donc toutes les idées sont les bienvenues. D'ailleurs, l'ensemble de nos adhérents vont être interrogés ce soir ou dès demain matin via un questionnaire qui va leur arriver sur leur boîte mail. Donc où chacun pourra donner un petit peu son avis ou la solution. Les fiches pratiques qui ont déjà été commencées à écrire sont des documents martyrs
qui vont faire lieu d'échanges avec les ministères. Mais on est là bien sur toute la difficulté entre est-ce que j'ouvre parce que sanitairement je suis prêt à ouvrir, et si sanitairement je suis prêt à ouvrir, est-ce que c'est économiquement viable? Donc c'est très clair. Les établissements, on n'ouvrira pas. Alors d'une part pour les établissements qui sont ouverts à l'année, mais encore plus pour les établissements qui sont ouverts aujourd'hui pour les saisonniers. Est-ce que si j'ouvre le 1er juin ou le 1er juillet à 50% de mon taux de remplissage, est-ce que 50% de mes tables, est-ce que effectivement on va être rentable? Ça, j'en suis pas sûr du tout. Et c'est bien toute la difficulté. Au-delà de la sécurité, est-ce qu'on va être rentable? Est-ce que les entreprises vont pouvoir seulement arriver à zéro? Même pas penser à gagner de l'argent, c'est seulement pouvoir arriver à zéro et ne pas perdre l'outil de travail. Et c'est tout l'équilibre qu'il faut arriver à trouver entre les deux. Et bien évidemment, je pense que si on doit ouvrir en se disant qu'on va conserver l'outil de travail et que demain, on va, quels que soient les gestes barrières qu'il faut mettre en place, parce qu'encore une fois, le plus important, c'est la sécurité de nos salariés et des clients que nous recevons, mais aussi nous avons une obligation de conserver notre outil de travail et de faire que notre outil soit rentable et qu'il puisse continuer à vivre demain. Il n'est pas question d'ouvrir à 40%, à 50% ou à 60% si l'entreprise doit fermer dans 3 mois parce que le taux de rentabilité n'est pas le bon. D'ailleurs, je précise que donc le ministère du Travail a publié sur son site un certain nombre de fiches pratiques sur les enjeux de distanciation sociale pour les plans de reprise d'activité. Donc, les internautes, vous pouvez regarder en fonction de vos activités si quelque chose correspond à vos services. Une remarque par rapport à ça, qui n'est pas politiquement correcte, je veux bien le comprendre. Aujourd'hui, les ministères sont pas forcément d'accord entre eux, donc il faut, nous on appelle tous nos vœux à ce que tout le monde se mette autour de la table pour que justement on se mette d'accord sur les gestes barrières et sur les fiches pratiques, sans que ça soit des usines à gaz où personne ne pourra le mettre en place, ou alors que ça coûtera vraiment trop cher de pouvoir le mettre en place. Mais il faut que tous les ministères soient mis en contribution ensemble. Aujourd'hui, le ministère du Travail met des fiches pratiques certes en ligne, mais par ailleurs, on discute avec d'autres ministères. Donc, il faut que tout le monde soit ensemble autour de la table et pas les uns sans les autres. Merci. Est-il possible de demander à sa banque une augmentation du PGE souscrit début avril si l'ouverture de nos établissements n'est prévue qu'en juillet? La trésorerie ne suivra pas. Donc là, je pense que tout le monde peut la partager, cette question. Monsieur Dupuis, peut-être dans un premier temps? J'ai pas bien compris le début de la question, pardon. Est-il possible de demander à sa banque une augmentation du PGE souscrit début avril si l'ouverture de nos établissements n'est prévue qu'en juillet? Donc je pense que c'est un CHR, bien sûr, qui doit poser la question. Oui, alors il y a plusieurs éléments de réponse et après je serai obligé de me déconnecter, pardon. Mais le PGE, il est prévu au maximum jusqu'à un quart du chiffre d'affaires de l'année précédente. Voilà, schématiquement. Voilà. Si vous avez fait une première demande au mois d'avril sur la base d'un besoin de trésorerie, voilà, et que vous apercevez que le besoin de trésorerie est plus fort et que vous n'êtes pas au maximum, vous pouvez effectivement obtenir un PGE, c'est un deuxième prêt et ça fonctionne tout à fait comme ça. À l'inverse, si vous vous dites je n'ouvrirai qu'au mois de juillet, donc pour l'instant j'ai pas trop de tension de trésorerie, mais j'en aurai au mois de juillet. Sincèrement, c'est pas la peine de vous précipiter. Alors effectivement, faites attention au délai de 5-6 jours d'instruction des banques, mais c'est pas la peine de faire une demande maintenant qui va venir, je dirais, prendre la queue de toutes les demandes hyper urgentes qui sont aujourd'hui traitées par les banques. 300 milliards sur la table, il n'y aura aucune contrainte ni en région, ni par établissement financier, ni par entreprise. Donc vous ne serez pas forclos parce que vous n'aurez pas demandé dans les premiers. Donc j'ai envie de dire que si la tension de trésorerie, vous l'imaginez parlez-en aux banquiers courant juin, mi-juin maximum. Comme ça, vous serez parfaitement couvert. Merci. Alors, une demande… Pardon. Merci, Monsieur Dupuis. Au revoir. Bonjour. Avons-nous des nouvelles du décret pour la prise en charge des 39 heures dans le domaine du CHR sur le chômage partiel?
Alors, on applique déjà le principe de l'indemnisation des 39 heures pour les HCR. Je rappelle simplement que le cas général pour l'activité partielle, c'est de dire on n'intervient qu'à hauteur de 35 heures. Ça, c'est la règle générale. Il y a deux exceptions. La première, HCR, où là, on va jusqu'à 39 heures parce qu'il y a une convention collective étendue qui le prévoit. Et deuxièmement, deuxième exception sont les métiers pour lesquels il y a des heures d'équivalence. Donc, les transports routiers, l'épicerie, fruits et légumes, certains métiers. Donc, on l'applique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'application de l'ASP ne bloque à 35 heures. Donc, ça veut dire qu'il faut recalculer un taux horaire. Donc, il faut faire une règle de 3, recalculer le taux horaire pour faire en sorte que l'indemnisation qui soit faite couvre bien les 39 heures. Mais je dis, c'est bien une exception. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de texte officiel, on n'a pas de décret, pas de circulaire, mais on l'applique sur la base d'un communiqué de presse qui a été édité par le ministère. Voilà, donc c'est ça la réalité. Ce que je voudrais dire peut-être rapidement, parce qu'il y a d'autres questions qui traitent sur est-ce qu'il faut faire un avenant, etc. Donc, il faut faire un avenant quand vous dépassez la période qui est prévue, quand vous dépassez le volume horaire qui est prévu dans la demande initiale ou quand vous dépassez le nombre de salariés qui est prévu dans la demande initiale. Pour le reste, si vous n'utilisez pas les heures de chômage partiel sur un mois, évidemment, c'est reportable sur le mois suivant. Et puis, dernier point, parce que je vois que j'ai pas été clair dans ma réponse sur le lundi de Pâques, donc je reformule. Si l'entreprise aurait été ouverte le lundi de Pâques, donc si ce jour-là était travaillé, donc dans ce cas-là, l'entreprise demande l'indemnisation de cette journée-là au titre du chômage partiel. Par contre, si l'entreprise normalement était fermée et c'était un jour, dans ce cas-là, il ne faut pas demander donc c'est l'entreprise qui prend en charge ce jour férié et ne demande pas son remboursement à l'État. Voilà, j'espère que là, je pense que c'est très clair voilà, sur les deux cas. Okay. Voilà, entreprise ouverte, chômage partiel, entreprise qui est fermée parce qu'elle ne travaille pas à ce jour férié, ça ne rentre pas dans le chômage partiel. Voilà. Oui. J'ai deux questions juste sur le chômage partiel à Monsieur Apandris. D'abord que cette règle sur les 39 heures, qui n'est pas une règle, mais on l'a bien compris, mais c'est qu'elle soit expliquée à certains de nos experts comptables, parce que c'est souvent eux qui nous disent aujourd'hui on ne veut pas prendre la responsabilité parce que justement on n'a pas de texte qui nous lie à ce que vous venez d'expliquer, premièrement. Deuxièmement, sur le chômage partiel, donc on a une vraie question, c'est donc jusqu'à quand et sera-t-il possible d'avoir un chômage partiel proportionnel? Un exemple très précis. Je suis un établissement avec 2 serveurs. Est-ce que je pourrais, et je n'ai que 50%, je n'ai besoin que de 50% de mes serveurs. Est-ce que je pourrais embaucher l'un à mi-temps et l'autre à mi-temps et en laissant donc une activité partielle sur le complément des heures? Et enfin, dernière question à ce sujet-là, même si ça relève pas du chômage partiel forcément, mais sur l'activité ou sur les aides de certains dirigeants, a-t-on une réponse sur les dirigeants de SAS, parce qu'aujourd'hui on est encore avec un vide juridique pour ces personnes-là et qui vont se retrouver en très grande difficulté très rapidement. Le régime d'exception, entre guillemets, il va durer jusqu'au 31 décembre 2020. Donc ce régime exceptionnel qui n'est pas plafonné, enfin qui est plafonné à 4,5 SMIC, donc c'est jusqu'à la fin de cette année. Deuxièmement, l'entreprise a toute la souplesse nécessaire. Je veux dire, le chômage partiel, enfin l'activité partielle, il y a bien partiel dans le nom. Donc, ça peut très bien fonctionner si vous êtes ouvert une semaine sur 2, un jour sur 2. Vraiment, il y a une grande souplesse. Et dans ce cas-là, si on fait chacun des salariés le nombre d'heures. Alors, dans l'exemple que vous citez, ce qui ne serait pas possible, par exemple, c'est de dire sur les 2 serveurs, vous en mettez un totalement, il travaille 0 heure dans le mois et l'autre travaillerait la moitié. Il faut que ce soit à peu près équilibré pour retrouver la notion d'horaire collectif. Ça, c'est la seule contrainte. Pour le reste, c'est vraiment très souple. Ça peut être une semaine, un jour sur 2, une semaine sur 2. Ça peut être 0 heure. De toute façon, pour l'instant, on est dans le cas de fermeture administrative. Donc, c'est vraiment très souple. Et la demande, elle peut être faite pour 12 mois désormais. 12 mois. Bon, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, 6 mois, ça me semble un délai tout à fait correct. Pour les dirigeants de SAS, alors là,
sujet un peu compliqué. Moi, je les renverrais plutôt vers le fonds de solidarité à ce moment-là. Hein, le fonds de solidarité, sachant que donc le volet 1 est désormais en œuvre, et donc le volet 2 qui a été porté à 5 000 €, hein, vous avez vu, dès l'instant où il y a au moins un salarié, donc et pas plus de 10. Donc je pense que ça peut être une réponse pour ces situations-là. Alors, une question que j'ai affichée et qui revient aussi dans un certain nombre de questionnements, donc c'est le sujet des bailleurs qui sont incités par le gouvernement à une franchise de 3 mois de loyer sans obligation. Pensez-vous qu'il va y avoir une obligation? Quelle stratégie conseillez-vous? Donc, je pense que Laurent Barthélémy, c'est vraiment aussi très orienté CHR et commerce de proximité, bien sûr. Hein. D'abord, il y a bailleurs et bailleurs. On sait qu'il y a des grandes sociétés, des grandes sociétés, des très gros bailleurs qui eux aussi, à l'instar des assureurs, peuvent être et doivent être mis à profit dans cette période de crise. Donc, on est vraiment sur cette demande-là, sur des bailleurs très importants. Ensuite, il faut aussi prendre en compte qu'il y a des bailleurs. Certains bailleurs, c'est leur revenu. Donc c'est difficile aussi de pouvoir. Il faut comprendre que c'est difficile de les demander à son bailleur qui a 1, 2, 3 établissements d'annuler complètement son loyer dans la mesure où il s'agit aussi de son revenu. Donc sans ça, il y a une demande qui est faite conjointement vers certains bailleurs pour l'annulation ou le report des loyers, mais ça voudrait dire que les bailleurs aussi, eux aussi, font l'objet d'une aide par rapport à ces loyers qui ne seraient pas perçus. Et enfin, il y a enfin une autre sorte de bailleurs qui sont les SCI, mais les SCI familiales avec des sociétés d'exploitation SARL qui sont les mêmes personnes physiques que la SARL et la SCI, et auquel cas, là aussi, on touche au revenu propre d'une personne qui est gérante de la SCI, et donc on vient vers de grosses difficultés. Nous, ce qu'on a demandé au niveau national, très simplement, la semaine dernière, donc en même temps que au ministère, en même temps que toutes les autres demandes, c'est une annulation des loyers pour 6 mois à compter du 15 mars. Pour les CHRD et les entreprises, plus largement les entreprises du tourisme, et au-delà une renégociation des loyers avec un abattement automatique de 30% en justifiant de la baisse du chiffre d'affaires avec l'année N-2. Et on fait appel aujourd'hui une demande sur un médiateur des loyers tel qu'on a un médiateur des crédits avec la Banque de France aujourd'hui. Vous parliez, Monsieur Barthélémy, justement des propriétaires où ces loyers sont leurs revenus, voire même leur retraite. Est-ce que il y a eu justement des discussions pour venir soutenir, alors, sur un plan de 5 ou 10 ans, ces locataires par l'État, pour que justement les restaurants, les petits restaurants puissent différer justement leur loyer? Oui. C'est la demande. D'accord. C'est la demande aujourd'hui sans avoir de réponse ferme et définitive. D'accord. Merci. Alors, Madame Planas, que peut-on faire si notre banque nous refuse le PGE? Alors, ça revient souvent. Alors, c'est vrai que des fois, vous répétez un petit peu plusieurs fois les mêmes choses, mais voilà, il faut comprendre qu'il y a des internautes qui arrivent au milieu, etc. Donc, c'est bien de rappeler effectivement, mon PGE est refusé. Qu'est-ce que je fais? Je peux changer de banque? Alors, si votre banque refuse PGE, soit vous êtes en relation avec plusieurs banques, donc soit une autre banque veut prendre, vous propose, accepte PGE, ou les deux banques, vous avez 2 autres banques qui acceptent de faire 50-50. Dans la mesure où vous n'avez pas de réponse positive, vous saisissez la médiation du crédit. Et nous, on reviendra vers la banque pour savoir si elle peut revenir sur sa position. Voilà. Merci. Alors, on a besoin, pour le redépôt et pour trouver des arguments, démontrer que le rebond est possible. On va se projeter dans 3 mois, 4 mois, et on va essayer de rassurer ensemble
le banquier pour qu'il puisse dire finalement je vais octroyer le PGE. Voilà. On va accompagner le chef d'entreprise dans l'élaboration de son plan de trésorerie, par exemple, pour vraiment rassurer tout le monde et rassurer le chef d'entreprise avant tout, qui a une capacité de rebond. Merci. Je reviens, M. Aprédéris, et peut-être M. Barthélémy, sur la question des 39 heures. Donc, si des choses sont bien formalisées après-demain, est-ce qu'il y a un effet rétroactif sur cette question? Si l'indemnisation activité partielle pour la restauration est réellement possible sur 39 heures, pourra-t-on modifier les demandes d'indemnisation faites sur 35 heures les mois précédents? Est-ce que l'outil permet ça? Va être compliqué, donc ça pourrait être une régularisation peut-être manuelle. Donc je suis pas certain que, mais en tout cas pour les mois suivants, j'incite effectivement les restaurateurs à appliquer les comptables à appliquer cette méthode de règle de 3. Maintenant sur la régularisation, ça sera possible, mais sans doute bon après un certain délai, parce qu'on a un tel flux de dossiers, comme vous l'avez compris, que bon voilà. Mais on a bien compris qu'on doit faire un courrier et on va le faire, adressé peut-être à l'UMI. Qui pourra le rediffuser au cabinet comptable et d'experts comptables pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur cette question-là. En attendant un document national qui arrivera peut-être un jour, mais bon, s'il n'arrive pas, on va le faire nous, à notre niveau. Alors, si je peux me permettre, il y a une question qui est très, je suis désolé, mais c'est très souvent posé, une plateforme pour les achats de masques, de gel et de. Ouais, j'allais y venir, Voilà. justement. Très bien. Ah, pardon, excusez-moi. Non, allez-y. Vous connaissez bien l'outil maintenant, donc c'est parfait. 25 questions. Donc, pour dire qu'il y a deux systèmes. Il y a une plateforme qui est vraiment destinée un peu aux achats assez en grand nombre, on va dire. Ça, c'est une plateforme qui s'appelle stopcovid19.fr. Et c'est vraiment pour disons, les grandes entreprises ou les groupements. Des groupements. Alors, il y a une deuxième, justement, pour les TPE, PME. Il a été monté une plateforme en partenariat avec le ministère des Finances et en partenariat avec Cdiscount. Donc là, je vous communiquerai, j'ai pas l'adresse mail là sous la main, mais en tout cas, ça repose sur un partenariat Cdiscount. Et là, ça sera accessible à des commandes de beaucoup plus petites quantités que la plateforme Stop Covid-19. On constate quand même que sur les masques, ça se détend un petit peu, même si c'est une inquiétude des chefs d'entreprise de l'ensemble des secteurs. On l'a bien noté. La tension se détend quand même, on en trouve un peu plus. Peut-être pas des FFP2, mais des masques chirurgicaux et des masques sanitaires, non sanitaires, on en trouve. Et sur le gel, etc., là aussi, ça va un peu mieux. Il y a donc des mouvements aussi au niveau national pour les internautes. Regardez le mouvement Résilience qui est porté justement par le Conseil de l'inclusion dans l'emploi, qui a mobilisé tous les acteurs, notamment de l'économie sociale, à la production de masques en tissu avec des grosses productions. Il y a aussi un site qui a ouvert à la Teste de production pour les masques en métropole de Bordeaux. Donc il y a beaucoup d'initiatives sur les territoires. Donc vous pouvez sur l'initiative Résilience trouver un certain nombre d'informations. Monsieur Aprédéris, qui décide l'arrêt du chômage partiel? Que se passe-t-il après le 11 mai? Donc, vous allez peut-être répéter ce que vous avez dit tout à l'heure sur la date du 31-12. Donc, qui décide? Ce qui décide, je veux dire, tant qu'il y a besoin d'avoir du chômage partiel, cette mesure s'applique. C'est bien de l'activité partielle. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas limité du tout aux situations où il y a 0 heure travaillée. Ça peut être utilisé donc jusqu'à la fin de l'année dans le régime actuel. Donc le régime actuel, je rappelle que c'est coût zéro pour l'entreprise. Par contre, pour le salarié, le salarié a une perte de salaire parce qu'il est indemnisé 70% du brut, donc ça fait 85% du net. Donc c'est un outil vraiment très souple et mois par mois, en fonction des besoins et du redémarrage plus ou moins rapide de l'activité, vous pourrez déclarer, je sais pas, ça sera 150 heures en mars, ça peut être 120 heures en juin, ça peut être 100 heures en juillet, 80 heures au mois d'août. Voilà, c'est hyper souple. Voilà, donc c'est vraiment un outil de gestion très souple, sachant que les salariés en activité partielle, quand il y a un besoin de reprise, vous pouvez rappeler le salarié à tout moment. C'est pas comme des congés payés. Je veux dire, le salarié, s'il y a une reprise, il faut qu'il obtempère et qu'il reprenne son poste.
Merci. Maintenant, voilà. Il est essentiel. Juste une précision. allez. Il est essentiel. La réponse de M. Prenneris est très bien parce il est essentiel de rappeler que lorsque une activité partielle est déclarée à 100% du temps de travail, le salarié ne peut pas travailler en même temps. Hein. C'est vraiment essentiel. Donc, il y a toute souplesse de pouvoir retravailler un certain nombre d'heures dans le mois. Donc, il faut se servir de ça en fonction de son activité. Et surtout pas remettre des salariés, demander à des salariés de travailler alors qu'ils sont déclarés à 100% en activité partielle. Merci. Pensez aller dans les sondages. Un nouveau sondage a été publié. Donc, je vous invite à le compléter. On va rappeler, Madame Planas, le sujet du PGE, puisque une nouvelle question, enfin des questions reviennent toujours là-dessus, sur la possibilité de solliciter plusieurs fois donc le PGE. Alors, je confirme que le PGE, c'est 25% du chiffre d'affaires de l'année N-1, que vous pouvez solliciter le PGE plusieurs fois, mais sur la question de la garantie BPI, c'est exactement la même chose, sauf si vous nous contredisez à un Planas, mais la sollicitation PGE incite aussi la garantie BPI, une fois, deux fois, trois fois, dès l'instant où on n'a pas dépassé 25% de son chiffre d'affaires d'année N-1. Alors, en ce qui concerne le PGE, le prêt garanti de l'État, c'est pas la garantie BPI, c'est la garantie de l'État. Le BPI n'est pas du tout dans. Oui, c'est vrai. Voilà. Par contre, bien évidemment, jusqu'à 25%, c'est le montant que la garantie de l'État s'est engagée à épauler, on va dire, 90% du prêt. En ce qui concerne les autres, par exemple, quand il y a un différé, quand il y a une demande de rallonge sur les autres prêts que vous avez, parce qu'il n'y a pas que le PGE, il y a aussi les prêts que vous aviez en cours, des reports, vous demandez 6 mois de décalage. Pareil, il faut saisir là, pour le coup, la BPI, si vous aviez une garantie qui prolongera les garanties. Donc, toutes les garanties qui existaient avant, à partir du moment où vous avez touché les contrats, il faut redemander des garanties et là, la BPI, il n'y a aucun souci. C'est les banques les saisissent et reconduisent les garanties. C'est important de maintenir les garanties. Hein. Est-ce que vous pouvez préciser aussi, Madame Planas, le sujet justement de la garantie, donc la garantie de l'État, notamment donc le mécanisme du prêt qui est différé sur un an, la possibilité d'avoir ensuite un prêt amortissable avec un taux d'intérêt qui est proposé par sa banque, plus la garantie de l'État. Est-ce que vous pouvez rappeler justement le mécanisme de cette saisie? Alors là, je suis pas trop dans le cœur du moteur, hein, puisque nous on le voit qu'à travers la médiation du crédit. Mais en gros, l'idée de l'État, c'est de mettre 300 milliards pour que les prêts soient pratiquement octroyés à 95%, hein, à partir du moment où vous êtes éligible. La particularité, c'est qu'il y a un délai de carence. S'il y avait une impossibilité de recommencer à rembourser au bout d'un an, le délai de carence était de 3 mois auparavant. Aujourd'hui, il suffit que le chef d'entreprise ait bien pu rembourser au moins 1 mois où la garantie fonctionnera. Ça, c'est quand même très important. C'est-à-dire que il y a vraiment une vraie garantie de la part de l'État. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, s'il y a une capacité de rebond, les établissements bancaires accompagneront les chefs d'entreprise avec les outils qu'ils avaient habituels, hein. C'est-à-dire des crédits de campagne, un crédit classique, hein. Voilà, donc ça, c'est pas du tout incompatible. Ce qu'il faut noter sur le prêt garanti de l'État, qui est important quand vous parlez de taux, c'est que les banques se sont engagées à faire à coût zéro, c'est-à-dire à coût, il n'y a pas de bénéfice, c'est-à-dire que à prix coûtant, comme elles le disent. Donc il y a vraiment une volonté de ne pas faire de marge sur le prêt garanti par l'État. Voilà. Très bien, avec la possibilité soit de le rembourser donc au bout d'un an, soit de le rendre amortissable et donc dans ces cas-là d'avoir une proposition de sa banque avec un taux, taux qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et
Et s'associe à ça, bien sûr, la garantie de l'État en plus. Donc 0,25, 0,50 au fur et à mesure des années. C'est ça. Voilà. On est dans la perspective, on refait une photo dans un an. Voilà, c'est ça. Donc, on est vraiment, c'était de dire, j'ai rebondi et je continue à vous aider. Voilà. Alors, une question un petit peu plus ouverte et assez transversale. Est-il légal que notre cabinet comptable prévoit de nous facturer l'assistance à la mise en place du chômage partiel plus d'1 mois après la mise en place, sachant que la quasi-totalité des éléments sont renseignés par les entreprises? Monsieur Barthélémy, je vois sourire. Non, mais je veux bien répondre par rapport à ça. Il n'y a pas de difficulté. D'abord, chaque entreprise est liée avec une lettre de mission, par une lettre de mission avec son expert comptable. Donc, il faut se référer, comme tout contrat, aller regarder ce qu'on va pas voir souvent, c'est-à-dire relire la lettre de mission que nous avons avec notre expert comptable. Après, les experts comptables, c'est un prestataire de service, j'allais dire, avec qui on doit avoir confiance, mais c'est aussi un prestataire de service, donc et qui vend des services. Donc, si vous n'êtes pas content du service qui vous rend, ni des frais supplémentaires qui vous met liés aux demandes actuelles, bien évidemment qu'il faudra vous séparer de votre expert comptable et en changer. Mais on peut pas. C'est comme dans toutes les corporations, il y a des gens qui sont bons et pas bons, il y a des gens qui sont honnêtes et pas honnêtes. Mais effectivement, d'aller dire, alors légal, c'est peut-être légal, pas très honnête, dit très commercial vis-à-vis de son partenaire qui est l'entreprise qui est concernée. Mais effectivement, quand on voit surtout que eux, ils ont autant une entreprise individuellement peut prendre du temps et aller chercher à droite et à gauche et que ça prenne un petit peu de temps pour faire les démarches en ligne, autant l'expert comptable, lui, il est censé le savoir le faire et le répéter à plusieurs reprises. Donc, il est censé le savoir le faire très rapidement. Donc, très sincèrement, qu'aujourd'hui, on parlait des assureurs tout à l'heure où chacun doit mettre un petit peu la main, pas la main à la poche, mais la main à la pâte et puis être bon et avec les entreprises qui sont là en très grande difficulté. Je pense qu'il faut avoir un petit peu de recul et que ces gens-là prennent pour eux de faire les choses pas forcément en facturant. J'ai même entendu des gens qui facturent 300 à 400 euros pour faire une demande de chômage partiel pour 300. Et c'est tout simplement insupportable. Merci. Est-ce que l'on peut imposer la prise de congé à nos salariés après une période d'activité partielle, puis à la fin de cette période de congé, redémarrer l'activité partielle? Peut-être un point, Monsieur Frédéric, justement, sur ce qui a été entendu sur les congés. Alors, attention, légal, il n'est pas possible d'imposer des congés payés, sauf quand il y a un accord d'entreprise ou de branche. Donc, si au niveau de l'entreprise, vous avez un accord ou si c'est une petite entreprise, il y a un vote des salariés en ce sens-là, ça peut être possible. Par contre, dans le cas inverse, il faut un accord d'entreprise ou un accord de branche. Par contre, si des entreprises ont des jours RTT, ça, par contre, ça peut être imposé. Voilà. Des comptes épargne-temps, donc ça, c'est des choses pour lesquelles l'entreprise peut effectivement imposer une prise de ces jours-là aux salariés. Donc, il n'y a pas d'obligation d'écluser les congés avant de mettre en œuvre le chômage partiel. Je veux dire, on n'ira pas dans le contrôle qui sera fait éventuellement par la suite, on n'ira pas dans ce type de détails, hein, bien sûr. Alors, vous parlez contrôle, justement, Monsieur Frédéric, il y a eu des questions là-dessus qui sont passées sur les contrôles qui seraient faits demain sur le chômage partiel. On l'évoquait au tout début, je me rappelle des webinaires, sur la vigilance à bien faire les choses parce que il y aura des contrôles. Est-ce que vous avez quelques éléments là-dessus, en tout cas sur le suivi dans le temps du chômage partiel? Évidemment, une fois qu'il y aura des confinements, il y aura un certain nombre de contrôles alors qui seront ciblés sur certains secteurs. Donc, les secteurs qui font l'objet de fermeture administrative, honnêtement, je ne pense pas qu'on va prioriser les contrôles en direction des commerces non alimentaires ou des HCR. Cela étant, je pense qu'il faut quand même que les notent bien sur les fiches de paye quel est le nombre d'heures. Il faut que le salarié ait l'information du nombre d'heures d'activité partielle, de l'indemnisation.
Alors, je sais que les logiciels de paye n'étaient pas forcément prêts pour le mois de mars, donc ça peut être rattrapé sur le mois d'avril. Voilà. Après, les contrôles, on va plutôt les cibler, je pense, sur des activités un peu plus tertiaires où le télétravail est possible. Hein. Vous avez tous regardé les reportages, soit aux informations, soit sur le net. Il y a beaucoup de témoignages, alors, bon, qui laisseraient à penser qu'il y a quelques abus en la matière. On verra. Moi, je pense que comme dans tout type de système d'aide, il y a effectivement des personnes qui jouent moins honnêtes. Je pense que les gens malhonnêtes sont très minoritaires, donc c'est pas ça l'optique. Hein. L'optique, c'est vraiment d'essayer de cibler, d'expliquer, et voilà. Je pense que la période est suffisamment compliquée. Et encore une fois, vous avez vu le volume de dossiers, plus de 80 000 dossiers au niveau régional, c'est colossal. Donc ça nous obligera forcément à cibler. Mais je crois que si vraiment il y a un doute je pense que ce webinaire le démontre bien, il y a des questions et des doutes. Dans ce cas-là, il vaut mieux poser la question avant, hein, au service au JD direct, pour être sûr de la réponse, et ça évite les mauvaises surprises. Hein. Je pense que c'est vraiment ça la bonne chose à faire si vraiment il y a un doute. Alors, justement, avant de conclure, sur la reprise du travail, donc comment va se passer la reprise d'un point de vue RH, reprise crescendo de l'activité, comment fait-on avec l'équipe, choix des salariés, comment gérer un droit de retrait alors qu'il n'est pas valable? Alors là-dessus, rappelez que donc il s'applique, et c'est une nouvelle, hein, c'est une nouveauté, aux apprentis, il s'applique aux jeunes qui sont en contrat de professionnalisation. Il s'applique aux contrats à durée déterminée, donc y compris les saisonniers. Hein, quand ils sont recrutés, ils peuvent être mis en chômage partiel. Voilà. Après, la reprise, si la reprise est progressive, et elle sera certainement progressive, hein, enfin, si on en croit les déclarations du Premier ministre, c'est forcément progressif. Ben, dans ce cas-là, vous ajustez vraiment la durée chômée aux besoins de l'entreprise. Hein. Encore une fois, si vous avez 3 serveurs, ben, ils pourront travailler peut-être 10 heures par semaine au départ, après ça peut être 15 heures, et puis progressivement jusqu'aux 39 heures. Et donc, mois par mois, il faudra indiquer quel est le volume mensuel des heures qui ont été chômées, au moins jusqu'en décembre, parce qu'on sait bien que tout ça va être malheureusement très long. Hein. Le retour à la normale va être très long. Donc, je pense que jusqu'à la fin de l'année, on aura des dossiers de chômage partiel. Là, on s'y attend. Donc, c'est normal. Et il est normal aussi que la durée soit modulée en fonction des besoins. Simplement, lors de chaque demande de remboursement mensuel, il faudra bien identifier pour chacun des salariés le nombre d'heures chômées, et ce nombre pourra être différent d'un salarié à l'autre. Hein. Il n'est pas obligé qu'à l'heure près, tout le monde soit dans la même situation. Hein. Même si l'horaire collectif, évidemment, on est sur ce principe-là, mais on est quand même aussi sur quelque chose de très souple. Je crois que c'est vraiment ça l'idée à retenir. Hein. C'est vraiment souple, c'est pas tout ou rien, ça peut être très progressif, ça peut être très ajusté en fonction des besoins de chaque entreprise. Merci. Alors, je vais vous demander de conclure. Il nous reste 3 minutes, donc vous aurez 1 minute chacun. Alors, je vais commencer par Laurent Barthélémy parce que nous avons à peu près 50% de cafés, hôteliers, restaurants connectés donc sur ce webinaire. Donc, une très bonne diffusion de l'information dans vos réseaux. Merci. Donc, peut-être pour orienter un petit peu votre question, votre réponse. Donc, le Premier ministre n'a pas évoqué dans les 2 heures le sinistre des restaurants, des secteurs UMIH et tourisme fondamentaux de la Nouvelle-Aquitaine. Qu'en pense Monsieur Barthélémy? N'a pas évoqué, pardon, je ne comprends pas la question. N'a pas évoqué, donc le Premier ministre n'a pas évoqué dans les 2 heures le sinistre des secteurs UMI et tourisme fondamentaux, donc de la Nouvelle-Aquitaine de façon générale. De toute façon, le tourisme n'était pas pris très au sérieux. Tout le monde vient dans nos établissements, tout le monde profite de nos établissements et tout le monde vient s'amuser. Et il faut rappeler là toute la partie convivialité et accueil et savoir-vivre qui se développe dans nos établissements. Donc c'est pour ça que ça va être difficile aussi de reprendre avec une distanciation certaine. Maintenant, que ce soit au niveau des services de l'État, enfin au niveau du gouvernement, ou que ce soit même aujourd'hui au niveau du Conseil régional, on espère au moins que cette crise aura fait permettre de prendre conscience que le tourisme est un acteur primordial et existentiel dans notre vie de tous les jours, et que tant qu'on ne dit rien et tant qu'on travaille, parce que nous sommes des gens qui travaillons et on n'a pas le temps de descendre dans la rue nous pour aller voir ce qui se passe ou hurler haut et fort, on continue à travailler. Donc aujourd'hui, malheureusement, il faut attendre qu'il y ait une crise
terrible comme on est en train de la traverser pour pouvoir s'apercevoir qu'on existe. Donc, je rappelle juste qu'au niveau régional, le tourisme est la première industrie devant l'aéronautique, devant l'agriculture, devant tout le monde. Donc, c'est seulement juste qu'on n'en a pas pris conscience et que nos représentants politiques n'en prennent pas assez conscience. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, ils vont en prendre conscience à la mesure où on risque, si on ne prend pas toutes les dispositions nécessaires à la survie de nos entreprises, des petites comme des grosses, des saisonnières demain matin comme celles qui sont ouvertes à l'année dès le mois de septembre, on va vers une grosse catastrophe. Mais on travaille aujourd'hui avec un esprit positif, hein, donc il faut absolument garder le côté positif des choses et de pouvoir continuer à avancer parce que sinon on va se morfondre. Mais on a vraiment le besoin que nos hommes politiques de tout horizon nous aident à traverser cette crise. Merci Laurent. Madame Planas, un petit mot de conclusion. Je vous mets une petite question, comme ça on s'en met une dernière pour la fin. Pour le PGE, le taux fixé après les 12 mois sera-t-il le même pour toutes les banques? Est-ce que vous, côté médiation du crédit, voilà, vous avez une position là-dessus? En tout cas, qu'est-ce que vous espérez peut-être des banques pour la suite? C'est vrai que c'est un sujet où j'ai pas vraiment des éléments pour m'exprimer, mais en tout état de cause, je peux dire que le taux pratiqué par les banques avant la crise était déjà bas et il restera bas et je le souhaite en tant que banque centrale. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Frédéric. Vous, pour côté chômage partiel, paiement, ceux qui ont des difficultés encore pour récupérer les codes, comment vous pouvez rassurer tout le monde? Rassurer, je pense il faut vraiment que les entreprises qui ont toujours des difficultés, mais on les connaît, on fait remonter tous les jours hein, les questions à l'ASP. Ce que je veux bien expliquer, alors c'est pas pour me défausser, mais tout ce qui est en amont de la déclaration d'autorisation, c'est vraiment l'ASP qui est gestionnaire. On n'a pas la main, nous, pour intervenir sur le logiciel, sinon on le ferait. Parce que bien souvent, c'est des questions un peu techniques de navigateur, des choses qu'on pourrait peut-être régler. Mais on n'a pas la main, donc ça passe forcément par l'ASP. Ce que le ministère du Travail nous dit, c'est que l'ASP a été renforcée très fortement pour justement faire en sorte que ces questions-là soient réglées très vite, sachant que le délai pour les remboursements de mars, c'est le 30 avril. Mais bon, on prolongera d'autant si vraiment on s'aperçoit qu'il y a des difficultés. C'est effectivement contacter vos UD et moi je fais le lien avec l'ASP régulièrement. Donc on devrait quand même rentrer là dans un système beaucoup plus fluide pour les mois suivants et on connaîtra pas à l'avenir les questions du premier mois. Maintenant, tout ça ne veut pas dire que tout ça est un long fleuve tranquille et tout va bien. On a quand même des bugs. On a des bugs qui arrivent. On essaie de signaler très vite au niveau national. On est dans une gestion de masse, mais en tout cas, je pense qu'il est important si vraiment un banquier, une entreprise a un problème avec une banque et qui a vraiment un versement qui est prochainement dans ce cas-là, je pense qu'on peut nous faire une attestation. Hein. Si la copie d'écran ne suffit pas, on pourra nous faire une attestation pour dire qu'il y a bien une créance de l'entreprise qui sera réglée rapidement. Dernier point, peut-être pour les questions de reprise d'activité, parce que bon, outre malheureusement les secteurs qui n'ont pas le choix, hein, pour lesquels il n'y a pas d'échéance malheureusement, pour les autres. Donc je rappelle que la reprise d'activité est possible et même souhaitable. Hein, et je dirais que sur le site du ministère du Travail, il y a désormais 30 fiches métiers qui expliquent pour chacun des 30 métiers en question quels sont les gestes à mettre en œuvre, les gestes barrières, les préconisations que l'employeur doit respecter. Il y a des guides sectoriels maintenant qui existent. Hein, il y a la filière bois, il y a le bâtiment, il y a le transport. Donc voilà. Donc le message, c'est de dire. Alors bien sûr, dans le cadre d'un dialogue avec les salariés, d'un dialogue social avec le CSE s'il existe, parce que souvent on entend que seules les activités essentielles sont possibles. Non, enfin, je veux dire, les activités économiques sont possibles dès l'instant où elles sont compatibles avec les gestes barrières et avec la distanciation sociale. Hein, voilà, je crois que c'est important à dire parce que progressivement, il est quand même souhaitable que l'activité
reprennent un peu. D'ailleurs, sur les chantiers du bâtiment, on sent bien que sur les petits chantiers, ça commence à redémarrer. Hein, ça commence à redémarrer. Donc, voilà, je crois que c'est aussi une des réponses qu'on peut apporter en disant le travail, la reprise est parfois possible, donc autant le faire. Ça limite les risques pour l'avenir. Hein, voilà ce que je Très pourrais bien. dire. Merci, Monsieur Juste, Oui, Frédéric, Laurent, quelque chose, oui. Oui, juste pour rebondir sur la reprise et revenir sur les masques ou ce qu'on appelle plus grossièrement les ETI. Donc moi j'encourage nos outils restaurateurs à pas forcément faire des commandes aujourd'hui sur du matériel dont on n'aurait pas besoin. On ne sait pas encore, monsieur Penris vient de le dire, beaucoup de métiers ont mis leurs fiches pratiques en place et suite à ces fiches pratiques, ils ont pu faire des commandes de groupées. Bien évidemment qu'il faudra faire des commandes groupées et on a déjà commencé à y travailler au niveau régional et au niveau national pour savoir exactement demain de quoi on aura besoin. Mais sachez que nous sommes aussi en coordination avec tous nos gros partenaires et fournisseurs. Que ça soit C10 ou la FNB ou nos gros fournisseurs d'alcool et de limonade que tout le monde connaît pour toute la partie fourniture de masques et autres ETI. Donc il faut attendre un petit peu en ce qui nous concerne. On espère qu'on aura très rapidement la date d'ouverture et les modalités d'ouverture. Donc à ce moment-là, on aura tout le loisir de commander et de faire des achats groupés, sachant que la demande également au niveau de l'État et M. Penris, merci de bien vouloir le relayer si c'est pas encore entendu, mais on a besoin aussi d'un délai de prévenance pour la réouverture et bien évidemment qu'on ne pourra pas réouvrir dans des conditions optimales si on est prévenu un jour avant, bien évidemment. Donc, j'espère qu'on aura la réouverture et la question de la réouverture le plus rapidement possible et qu'on sera en capacité de pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Merci Laurent. J'invite les internautes à finir les sondages. Il reste un dernier sondage sur votre appréciation. Je vous invite à la remplir. Je vous remercie. Donc, je remercie nos 3 invités, toujours pour la qualité de leurs réponses. Prochain programme, donc le 28 avril prochain, donc vendredi, sur l'accès au crédit et versement des aides. Donc, vous recevrez bien sûr l'invitation avec le détail des invités. Merci Madame Planas, merci Monsieur Frédéric, merci Monsieur Barthélémy pour votre présence ce jour et merci aussi à tous les internautes qui maintiennent la confiance dans ce webinaire ainsi qu'à tous nos partenaires. Passez une très bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.